Binge Audio. Les fachos tuent et ça ne nous fait rien. Épisode 3. Un des problèmes principaux pour appréhender la violence d'extrême droite, c'est notre difficulté en tant que société, mais aussi en tant que médias, à nommer cette violence pour ce qu'elle est, une forme de terrorisme. Le mot est depuis plus de 20 ans réservé au terrorisme religieux lié à l'islam radical. Pourtant, l'ultra-droite et ses membres les plus impliqués fonctionnent sur des schémas qui s'en approchent. Je suis allé en discuter avec Mathieu Sucq. Il est journaliste à Mediapart, spécialiste des questions de justice et de renseignement. Il a signé plusieurs enquêtes sur les mouvances d'ultra-droite et notamment sur la façon dont elles sont perçues par les différentes agences de renseignement françaises. Côté service, nous à Mediapart, on avait révélé, ça remonte maintenant à 4 ans, justement le fait que la DGSI avait alerté les ministères, les pouvoirs publics, comme quoi on retrouvait de plus en plus de militaires, de policiers, dans des groupuscules, qui étaient souvent les groupuscules survivalistes, nés après le 13 novembre, enfin la vague d'attentats, sur le mode ça va être la guerre civile et il faut qu'on s'y prépare. Et on retrouvait beaucoup de gens chargés de la sécurité en France et la DGSI tirait la sonnette d'alarme. Elle n'était pas la seule à faire ce constat. Il y avait aussi la DRSD, enfin le service, la police militaire, pour résumer. Et quand on avait sorti cet article, ça avait fait un peu de bruit, mais curieusement, quelques mois après, elle a arrivé le mouvement des Gilets jaunes. Et moi, j'ai constaté, mais très concrètement, c'était lors de colloques où on avait des représentants de la DGSI, du ministère de l'Intérieur, de divers services de renseignement. Et quand ils nous brossaient le panorama des menaces terroristes ou presque, c'était la menace djihadiste qui était toujours là, bien sûr. Il y avait ce qu'ils allaient cataloguer d'ultra-gauche, mais aussi tous les mouvements écologistes un peu radicaux. Et il y avait les Gilets jaunes. Et il n'y avait plus du tout l'ultra-droite. À telle enseigne que je me souviens d'avoir posé la question un jour, avoir pris la parole dans un colloque en disant « Mais tiens, vous avez oublié ça ?» Et il y avait vraiment, et j'ai pu le voir après, dans des notes qu'on a pu se procurer issues des services, qu'effectivement, la menace d'ultra-droite devenait minorée parce qu'il y avait d'autres choses plus importantes à ce moment-là. Et ça, c'était vrai jusqu'en 2020-2021. Et c'est vrai que ces derniers mois, dernières années, notamment avec un certain nombre d'affaires faites notamment par la DGSI et probablement avec l'aide aussi d'autres services, c'est revenu sur le tapis, cette question de l'ultra-droite. Et par ailleurs, il y a aussi un phénomène, c'est que jusqu'à présent, souvent l'analyse des services, et qui se matérialisait dans les faits, c'est qu'on avait affaire à une personne qui, au sein d'un groupe, trouvait que ça n'allait pas assez loin, qu'on ne faisait que de la parlotte, et qui passait à l'acte. C'était souvent des individus isolés. Et il se trouve que, depuis quelques années, les affaires qui sont faites par la lutte antiterror, c'est des groupes constitués où on a plusieurs personnes qui s'entraînent et qui préparent des projets en vue de passer à l'acte. Alors les premiers, c'était à EFO. Alors certains ont beaucoup rigolé parce que il y avait pas mal de personnes âgées, c'était des retraités. Il n'y avait pas que des retraités. Et par ailleurs, ils avaient mis en place tout un système de clandestinité qui était assez perfectionné. Et il se trouve que ensuite, on en a eu d'autres. On a eu les Barjols. Alors c'était un petit morceau de ce groupe des Barjols qui voulait vraisemblablement perpétrer un attentat contre la personne d'Emmanuel Macron. Et donc, ça a aidé, je pense, de voir que ça devenait de plus en plus sérieux et les process de clandestinité s'amélioraient. Ça a aidé à la prise de conscience. Je sais que aujourd'hui, la DGSI a rebasculé une partie de ses effectifs pour suivre la menace d'ultra-droite. Alors, je ne sais pas combien d'hommes, ça c'est secret défense, mais en tout cas c'est réel. Et on voit bien aussi dans les prises de parole publiques que la menace d'ultra-droite revient à l'ordre du jour et que c'est une préoccupation constante. Et par ailleurs, un certain nombre d'attentats ont été déjoués, et c'est heureux, mais ça s'est joué parfois peut-être à pas grand-chose.
Et puis, il y a aussi tous ces attentats qui n'ont malheureusement pas été déjoués, mais qu'on ne qualifie pas de terrorisme. À Mediapart, nous, on a toujours parlé de l'attentat de Bayonne, enfin, après avoir enquêté. Vous savez, c'est cette personne très âgée, ancien militant du RN, qui va essayer de mettre le feu à la mosquée de Bayonne, et qui, après, va faire feu sur 2 personnes âgées de confession musulmane qui étaient dans une voiture et qui, pour être sûr de bien les tuer, essayent de mettre le feu après leur avoir tiré dessus sur le véhicule. Il se trouve que cet homme, donc Claude Cinquet, va être interpellé. On va le considérer comme un peu dérangé parce qu'il est vieux, il est tout seul et puis que l'affaire est simple. Ça n'est pas considéré comme un attentat. Nous, on a regardé les textes qui existaient, la jurisprudence, et on considère qu'il y a suffisamment d'éléments pour dire que c'est un attentat. Et à l'inverse, ces dernières années, dans les attentats qui nous ont frappés du terrorisme djihadiste, là, on a eu plusieurs fois des personnes qui étaient un peu dérangées. Il y avait des antécédents psychiatriques, mais la justice se saisissait et c'était donc reconnu comme un attentat. Et voilà. Donc, il y a encore une espèce de 2 poids 2 mesures, alors que très sincèrement, quand on regarde factuellement les dossiers, je ne vois pas tellement de différence. Ça, il y a encore une prise de conscience nécessaire. Pour l'instant, la lutte contre ce phénomène est plutôt un succès, vu que les rares attentats qui ont pu avoir lieu ont été quand même minimes, ont fait peu de dégâts, en tout cas beaucoup moins bien sûr que les attentats djihadistes, et ça sera mon dernier point. Par rapport au grand public, à l'opinion publique, moi je le vois bien, c'est quand on sort, nous, à Mediapart, des enquêtes sur la menace d'ultra-droite, souvent on se prend en retour des commentaires sur oui mais attendez, ça a fait combien de morts par rapport au terrorisme djihadiste ? Bien entendu, les phénomènes ne sont pas de la même ampleur, et même si la menace d'ultra-droite, il y a à peu près 1000 personnes, 2000 probablement sympathisants, et 1000 personnes un peu dangereuses, ça commence à être important, mais bien sûr, ça reste peu par rapport à ce qu'a été, et ce qui est probablement encore la menace djihadiste. Et bien évidemment, nous n'avons pas à déplorer 250 ou 300 morts causés par le terrorisme d'ultra-droite, comme nous l'avons pour le terrorisme djihadiste. Ceci étant dit, il faut faire attention, j'observe juste qu'il y a une tendance où effectivement ça se professionnalise, où les projets se multiplient. Et rappelons-nous aussi ce qu'on disait en 2012, en 2013, en 2014, sur ces gens qu'on nous présentait partant faire une espèce de guerre d'Espagne musulmane pour aller combattre le tyran Bachar el-Assad. On nous présentait ça de manière quasiment romantique. Et quand il y a eu les premiers projets d'attentats déjoués ou échoués, certains ironisaient sur cette espèce de lol djihad avec des gens qui s'affichaient sur Facebook leurs projets, qui essayaient de commettre des attentats mais qui étaient de manière totalement amateur. On a un peu le même cas sur l'ultra-droite. Alors, la chance qu'on a peut-être, c'est que les services sont forts de cette expérience passée. Donc, pour l'instant, ils anticipent plutôt bien et ils arrivent à contenir cette menace d'ultra-droite. Mais voilà, faisons attention, il y a malheureusement un air du temps et qui ne touche pas seulement la France. Quand on regarde, c'est dans le monde entier. Il y a eu bien sûr les attentats de Christchurch. Le FBI n'arrête pas de dire régulièrement aux États-Unis que la menace d'ultra-droite, c'est pas le terme qu'ils emploient, mais ça revient au même, est la menace première sur leur sol. Ils n'oublient pas la menace djihadiste, mais aux États-Unis, ce qui tue à l'heure actuelle, c'est la menace d'ultra-droite. Et par ailleurs, chez nous, on a un dernier signe qui, pour l'heure, est un signal faible, mais qui n'en demeure pas moins inquiétant. C'est les derniers faits divers qui viennent de se dérouler. Donc, le meurtre de ce rugbyman au sortir d'une boîte de nuit et ce meurtre, pareil, en pleine nuit. Ce meurtre en pleine nuit, c'est l'assassinat commis par Martial Lanoir, une figure connue des sphères complotistes et d'ultra-droite, qui a tué d'une balle un jeune homme d'origine marocaine à Paris au mois de mai dernier. On l'avait évoqué dans le premier épisode, avec l'assassinat de Federico Martin Aramburu.
2 crimes réalisés par des gens connus de l'ultra-droite, c'est du droit commun. A priori, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de motif suffisant pour caractériser un attentat. On n'est pas dans ce domaine-là. Mais c'est d'autant plus inquiétant. Ça veut dire que le tabou de la mort est en train de tomber parce que il y avait les projets politiques avec des attentats qui, s'ils avaient eu lieu, ceux qui ont été démantelés et déjoués ces dernières années, auraient probablement causé des morts. Mais là, même en droit commun, des militants d'ultra-droite sont suffisamment énervés pour tuer des individus. Alors on peut dire que c'est dans le cours d'une soirée, que peut-être qu'ils étaient alcoolisés ou n'importe. Oui, mais n'empêche qu'ils passent à l'acte. Il y a quand même tout un ensemble de choses qui fait que cette menace est prise au sérieux et peut-être pas encore suffisamment. Ce qui change, c'est aussi l'époque, tout simplement. Par exemple, on a déjà eu l'occasion de le mentionner dans l'épisode précédent, l'un des derniers grands moments de prise de conscience de la dangerosité de l'ultra-droite, c'est la mort de Clément Méric, tué par des skinheads à Paris en 2013 dans une bagarre. Toutes ces mouvances avaient alors connu un net reflux et une nette pression de la part des autorités. Aujourd'hui, même avec les affaires Le Priol, Bouvier et Lanoir, qu'on a évoquées à de nombreuses reprises, aujourd'hui donc, c'est terminé. L'affaire Méric a marqué un net coup d'arrêt dans la prolifération et le développement de ces groupuscules. Mais après ça, on a eu la vague d'attentats, qui a été un formidable accélérateur et un renouveau. C'est-à-dire que, pas tellement sur les groupes skinhead et tout ça, eux étaient toujours subclaquants, si j'ose dire. En revanche, ça a amené une nouvelle population, même des gens qui n'étaient pas forcément connus pour naviguer dans les milieux royalistes, catholiques, intégristes ou politiques d'extrême droite. On a vu arriver des gens qui étaient des retraités, apolitiques ou autres, et qui, à cause de la légitime peur suscitée par les tueries que nous avons subies, se sont radicalisés de l'autre côté. Et donc, ça a créé un véritable afflux. Il y a tout un tas de groupes qui se sont créés en 2015-2016, donc qu'on qualifie plutôt de survivalistes, des gens qui stockaient les packs d'eau, mais aussi les médicaments pour soigner en cas de bataille et de guerre, et des armes, et qui s'entraînaient. Et certains projetant de passer à l'acte. Donc, on a eu ça. Au bout d'un moment, ça s'est là aussi un peu essoufflé. C'est-à-dire que les services constatent aussi, c'est que, et ça les aide, si je peux dire, que en fait, le pire ennemi quasiment de l'ultra-droite, c'est l'ultra-droite. C'est-à-dire souvent, dans ces groupes, ça se chauffe en disant ouais, on va y aller, on va passer à l'acte, on va en tuer, quelle que soit la cible, que ce soit des musulmans, des gauchistes ou des juifs, quelle que soit leur cible, voire les trois réunis. Et puis, il y a un moment, ça continue à parler, mais ça passe pas beaucoup à l'acte, où ça s'entraîne, mais ça fait de la parlotte. Et donc, souvent, se constitue une cellule à l'intérieur du groupuscule de gens en se disant non, mais il y en a marre de la parlotte, et nous, on va passer à l'acte. Et donc, ils se séparent, donc ça se morcelle. Alors, c'est à la fois compliqué à suivre, parce que, voilà, ça se sépare, mais en même temps, au départ, vous étiez 50, après, vous vous retrouvez à 5 ou 10, et ça s'éclate, et généralement, même dans le petit groupe de 5 ou 10, ça finit aussi par se disputer, et c'est là où souvent, on voit qu'il n'y en a qu'un seul ou deux qui passent à l'acte. Donc, ça s'est morcellé, et donc ça se nécrosait par lui-même, ce phénomène. Mais pour le grand public, encore une fois, on sort d'une période, et on n'en sort même pas vraiment, là il y a un creux de vague, mais c'est malheureusement vraisemblablement pas fini, d'attentats terroristes djihadistes qui nous a énormément frappés, touchés très durement. On pleure nos morts par centaines. C'est sûr que pour l'instant, pour le grand public, la prise de conscience n'est pas de la même nature. Et il n'y a qu'à regarder aussi pendant la campagne présidentielle, quand Éric Zemmour avait encore le vent en poupe, ce qu'on a toléré dans ce qu'il a raconté. Pourquoi on l'a toléré ? C'est parce que beaucoup de gens, ce qu'il disait, et qui était quand même d'une nature extrêmement violente et choquante, il y a une partie de la population qui le pensait. Mais là aussi, on est encore sur les ressorts de la peur, encore une fois totalement légitime, qu'ont provoqué les attentats djihadistes. Ce qui m'avait frappé, c'est que je trouvais que quand les attentats terroristes djihadistes sont survenus, enfin ceux de la plus grosse ampleur, janvier 2015, le 13 novembre, Nice, j'ai trouvé que
nous avons en tant que société très bien tenu. Beaucoup mieux que ce que j'aurais pu imaginer de ma petite place. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, la société a beaucoup plus surréagi ces dernières années, alors que, paradoxalement, c'était des attentats dits de faible intensité qui faisaient très peu de morts. Mais j'ai l'impression que c'est quasiment le contre-coup. Et cette longue traîne provoquée par les attentats djihadistes, ça fausse notre jugement sur la menace que fait peser l'ultra-droite. Mais juste encore un exemple, je voyais là l'affaire d'enlèvement de la petite Mia, ça devient une affaire de terrorisme, et on retrouve Rémi Daillet qui est impliqué dans d'autres préparatifs d'attentats. Il projetait un coup d'État. Bon alors, ça c'est somme toute assez classique pour la mouvance d'ultra-droite. Mais par ailleurs, il y avait ce projet d'enlever des enfants, la crainte qu'on veuille attenter à la natalité des Français. Enfin, l'enlèvement de la petite Mia s'inscrit dans ce cadre-là. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement tuer des catégories de gens qu'on rejette, ce n'est pas seulement tuer des hommes politiques qu'on estime trop faibles, mais c'est aussi influer directement et par la contrainte violente sur nous tous. Donc ça témoigne quand même de projets extrêmement inquiétants. Je rappelle qu'un des projets aussi visait à frapper une loge maçonnique. Donc ça montre bien que ils ont un projet qui est global. Et effectivement, nous, ça a été un des axes de notre travail. C'est-à-dire que si vous regardez, on publie quasiment jamais d'articles quand la DGSI fait une affaire, interpelle les gens. On laisse ça à d'autres. Mais justement, c'est d'essayer de faire des articles qui font sens et de dire, attendez, au lieu de prendre une histoire par une histoire, essayons de réunir, essayer de faire sens pour montrer aux gens, de dire, attendez, c'est un peu plus grave que un épiphénomène ou une histoire l'une après l'autre. Il y a un puzzle qui est en train de se constituer et le tableau est assez peu ragoûtant. Ce qui change également, et ça a fait l'objet récemment d'une enquête co-signée par Mathieu Suc dans Mediapart, c'est le profil des personnes séduites par l'ultra-droite violente. Des profils de plus en plus divers et aussi de plus en plus jeunes. L'enquête décrivait l'existence de mini-groupes de néo-nazis adolescents dont la radicalité inquiète les autorités. Une radicalité dont les mécanismes ne sont pas sans rappeler, encore une fois, celle des mouvances djihadistes et donc terroristes. Alors ça, c'est un trait commun qu'on avait déjà souligné il y a un an, enfin en partant là d'un rapport de la Cour d'appel de Paris sur la menace d'ultra-droite, qui faisait le constat qu'on n'aurait peut-être pas osé faire nous tout seuls, mais là, à l'appui de ce document judiciaire, on en avait fait un article sur les similitudes qu'on retrouve avec les djihadistes. Je vais vous éviter les parallélismes sur leur discours, mais on retrouve un certain nombre de choses communes, mais on avait notamment sur la population touchée et qui intègre ces cellules, soit djihadistes ou d'ultra-droite. Déjà, on avait des schémas, il y a 10-20 ans, assez stéréotypés, classiques. C'est-à-dire quand on voit par exemple les attentats de 1995 pour la menace terroriste djihadiste, ce sont des gens issus de l'immigration deuxième génération, qui avaient grandi dans des cités, qui avaient des racines algériennes et en réponse aux élections qui avaient été volées là-bas. La grande nouveauté de l'État islamique, c'est que ça a touché toute la population, des classes d'âge différentes, des gens avec des pédigrés totalement différents, des gens issus de régions, de catégories socio-professionnelles et même de religions complètement différentes et qui se convertissaient. Donc on a complètement élargi le spectre. Et de la même manière, sur la menace d'ultra-droite, on avait auparavant ces gens issus de la mouvance Skin, des gens venus de l'extrême droite politique et qui se radicalisaient. Enfin, on avait des schémas assez classique et ces derniers mois, ces dernières années, ça s'est beaucoup élargi et encore une fois, on a des gens qui n'avaient jamais milité du côté de l'extrême droite et tout ça. On a plein de gens qui viennent de ce qu'on appelle le masculinisme. On a aussi, et c'est assez lié, des gens qui viennent de ce qu'on appelle les gamers. Enfin, et là-dedans, on a donc une population à travers ces forums où échangent des gamers, on a des gens qui radicalisent, qui recrutent exactement
comme on a eu des recruteurs djihadistes, on a des recruteurs de l'ultra-droite qui, par le biais de ces forums de gamers, recrutent et donc ils touchent une classe d'âge extrêmement jeune, qui se radicalise extrêmement vite, qui tient des propos choquants, antisémitisme, homophobie, islamophobie, enfin j'en passe et des meilleurs, qui annoncent vouloir passer à l'acte. Et donc effectivement, là récemment, avec Sébastien Bourdon, on a fait un papier à partir d'un tout petit groupe qu'on avait localisé un peu par hasard en travaillant en fait sur les gens qui étaient en train de se déchirer sur les réseaux sociaux sur l'Ukraine et la Russie pour savoir dans la mouvance d'ultra-droite qui soutenait qui. Au cours de cette enquête, Sébastien m'avait dit, tiens, en fait, j'avais trouvé des petits jeunes et il m'avait dit, mais regarde, t'as vu ce qu'ils racontent aussi à côté? Donc, ça ne nous intéressait pas pour notre première enquête et on l'a mis de côté et on a travaillé là-dessus. Là encore, quand je dis qu'on ne prend pas la mesure, ces jeunes, dont le principal a eu quelques ennuis judiciaires après, ils annonçaient un certain nombre de choses. Ils étaient connus des autres gamers et tout ça, parce que à leur tour, eux-mêmes cherchaient à recruter. Certains se moquaient d'eux. L'auteur principal avait même été victime d'un dox. Enfin, on avait publié tout un tas de choses sur lui. Enfin, tout ça, on a découvert ça en enquêtant. Et donc, les gens qui le voyaient ne le prenaient pas au sérieux. Sauf que, il y avait quand même des vidéos où ils s'entraînaient avec des armes. Donc, bien sûr que quand on a un gamin qui a 13-14 ans, quelque chose comme ça, qui se cache pas sur les réseaux sociaux, on peut se dire oui mais c'est des amateurs, enfin c'est de la parlotte. Oui, n'empêche qu'il tenait des propos quand même extrêmement violents, qu'il a fini par être arrêté. Et voilà, et encore une fois, c'est exactement ce qu'on a connu sur le phénomène djihadiste. Donc il ne s'agit pas de s'alarmer de manière excessive, mais par contre de prendre la juste mesure de la menace. Alors ça, c'est le rôle des pouvoirs publics et nous, de journalistes, d'essayer de documenter ça le plus sereinement possible parce que ce sont des débats qui sont extrêmement abrasifs à l'heure actuelle. Et en parlant du travail journalistique sur l'ultra-droite et ses difficultés, un mot pour signaler que pendant que nous fabriquions cette série d'épisodes, notre camarade Pierre Plotu, que vous entendiez dans le premier épisode, a eu la désagréable expérience de se voir menacé très ouvertement par Papacito, un vidéaste d'extrême droite, amateur d'armes et de mise en scène brutale. Je me permets donc d'adresser à Pierre mon soutien total et absolu dans son travail, plus que jamais essentiel. Merci à Pierre Plotu donc, à Nicolas Lebourg et à Mathieu Suc pour leurs réponses. Merci à Quentin Bresson qui a réalisé ces 3 épisodes de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.